19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 19 décembre 2022. Dans son discours à la nation le 17 décembre dernier, le président Mohamed Bazoum a évoqué entre autres sujets l'aspect social et la justice, des points sur lesquels Maître Yahouza Amani donne son avis. On l'écoute. La deuxième composante de son discours, c'est quand il a il a touché les questions sociales, éducation, santé, ça. Effectivement, ça c'est le trône, dans le trône. Donc quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le trône. Donc quand il a abordé ces questions, il l'a mis en tant que philosophe, je crois, politique. Et là, c'est très intéressant de rencadrer, de souligner ces aspects, les aspects que j'ai vus. À chaque fois, dès qu'il a pris le pouvoir, je ne suis pas son politicien, dès qu'il a pris le pouvoir, ces questions sociales qui le tiennent à cœur, il avait invité, je crois, toutes les forces sociales ou dans la salle où toutes les décisions très vitales de l'État sont prises. Parce qu'il a compris qu'il faut faire participer tout le monde dans la gestion des affaires publiques. C'est ça, République, reste publique à la chose publique. C'est ça la définition. Donc il avait compris très tôt qu'il faut que toutes les forces sociales soient, c'est très rare, je n'ai jamais vu ça, on ne sait pas avec ce régime-là, que toutes les forces sociales qui ont toutes les procurations, que les invitent dans la salle où les décisions vitales de l'État se prennent pour écouter et pour entendre et pour agir. Le dernier volet, quand il y a la sécurité, il faut comprendre qu'il y a un grand volet. Le volet le plus intéressant, c'est la conclusion de son discours. La justice. Lorsque le système de l'État ne fonctionne pas, parce que toute la confiance de la République est remise entre les mains de la République. Voilà pourquoi on dit nous rendons justice au nom de la République. Nous rendons la justice au nom de la République. Nous rendons justice à la République et voilà pourquoi il n'a pas oublié de dire ça. Donc, je dis à ma grande famille judiciaire, revenons toujours à notre principe. La République d'abord, en droit et en obligation. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention de Maître Yahouza Amani. Conformément à sa mission de lutter contre le trafic de drogue, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants octrices continue de mettre en déroute les trafics. En témoigne cette présentation de ces vastes réseaux composés des étrangers spécialisés dans le trafic illicite démantelé à Arlit. C'était dans les locaux de Ocritis qui ont abrité la cérémonie. Amja Sakou Sadoudoumi. Après la saisie de 52 boulettes de cocaïne d'un poids de 1,84 kg sur un individu de nationalité étrangère dans la nuit du 6 décembre dernier par les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, ces derniers viennent une fois de plus effectuer une série de saisies de drogue sur 3 ressortissants d'un pays voisin du 10 au 12 décembre 2022 à Arlit, où opère ce réseau spécialisé dans le trafic international de drogue. Pour échapper au contrôle de sécurité sur leur trajet, les suspects ont fait recours au même mode opératoire que le précédent, qui consiste à ingérer la drogue conditionnée dans des préservatifs enrôlés de rubans adhésifs transparents. Afin de faire diversion, les suspects ont emprunté différents itinéraires. Ainsi, les deux premiers ont quitté Lagos au Nigeria. L'un a passé par le Bénin pour entrer au Niger en passant par Gaïa afin de se rendre à Arlit, et l'autre est arrivé au Niger par Damborto pour continuer à Arlit en passant par Zender. Quant au troisième, il a quitté la Guinée-Conakry pour le Niger en passant par le Mali et le Burkina Faso. Tous ces 3 trafiquants ont pour destination finale Tamaracet en Algérie. Comme le précédent cas, le recours à un scanner abdominal à l'hôpital de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, a été déterminant pour mettre en évidence la présence d'un corps étranger dans leur estomac. Au total, 50 boulettes d'un poids de
105 kg contenant de la cocaïne et de l'héroïne expulsés après l'ingestion d'un produit laxatif ont été saisis. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 45 625 000 francs CFA. La récurrence des saisies sur des mules nigérianes à Arlit laisse croire que les réseaux criminels nigérians ont changé de mode opératoire en utilisant de plus en plus les axes majeurs de la migration clandestine pour transporter la drogue au Maghreb et en Europe. Face à cette menace qui prend des proportions inquiétantes, l'OCRTIS appelle les populations à une vigilance et une collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger. Les membres du consortium des OSC portant le projet Adalchi Gamatassa se sont réunis ces jours au restaurant Dragon d'Or de Niamey avec des représentants du gouvernement nigérien. Les échanges de la rencontre ont porté sur le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Boubacar Ibrahim Abdou. Le transfert de compétences et des ressources de l'État vers les collectivités territoriales continue d'être un sujet de première importance au Niger. C'est la question le consortium des organisations de la société civile porteur du projet Adalchi Gamatassa multiplie les rencontres afin d'amener les décideurs à mieux s'imprégner de la chose. C'est ainsi qu'après le déjeuner des plaidoyers avec les élus nationaux membres du réseau chargé des industries extractives, se tient la présente rencontre avec les représentants des membres du gouvernement. La mobilisation des ressources au profit des collectivités. Nous l'avions bien rappelé avec les parlementaires, on ne peut parler de développement dans ce pays qu'à partir des collectivités, qu'à partir de là où on touchera directement les intérêts des populations. Donc pour nous, d'autant plus que le gouvernement nigérien a fait le choix de la décentralisation, il n'y a plus de blocage pour qu'il puisse y avoir aussi ce transfert de compétences et de ressources au profit des collectivités. Quand nous avions bien regardé les chiffres hier, on voit carrément sur les 4 ans, l'État n'a transféré qu'environ 10% de l'ensemble des ressources qu'il avait gérées toutes ces années. Pour nous, c'est insuffisant, 10% d'un budget pour pouvoir faire le développement des communautés. On voit bien que donc il y a cette résistance au niveau de l'administration à faire en sorte que effectivement la décentralisation puisse être une réalité dans notre pays. Cette initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme dit Agama qui est financé par Oxfam au Niger. L'activité d'aujourd'hui s'insère dans l'objectif de changement numéro 1, gouvernance et société juste, relativement à la mobilisation et la gestion transparente des ressources et investissement dans les services essentiels dont l'éducation et la santé. Donc, des services très essentiels, mais également très sensibles, pour lesquels, comme l'a dit le coordonnateur, nous avons besoin énormément d'investissements, que ce soit des investissements techniques, mais également des investissements en ressources humaines et financières. Toute chose absolument importante quand on sait que, comme on le dit, le terrain commande. Après la projection d'un film documentaire et un exposé sur les ressources ayant fait l'objet de transferts entre 2018 et 2021, les représentants du gouvernement ont indiqué dans leur intervention que toutes les difficultés à travers la mise en œuvre de la politique est due à la non-application des textes qui la régissent. À noter qu'il s'agit essentiellement à travers cette approche du projet Agama de contribuer à rendre effective une politique qui peut véritablement améliorer la gouvernance et logiquement le quotidien des Nigériens. Le projet Waba Plus, financé par l'ISFAD, appuie depuis un moment les services de santé de la région de Maradi à travers diverses actions en santé de reproduction et de la planification familiale. Pour mesurer l'impact de ces actions, le Sahel Collaboration et Communication
USCC en contact avec les responsables du centre de santé et de communauté était en caravane de presse pour aller constater le fait de cet appui de ISAFD au projet Waba Plus. Hamza Sakou, c'est les images de Sahel Collaboration et Communication. La mise en place des équipes de mobilisation communautaire, départementale et régionale, l'organisation des dialogues communautaires et le suivi de la mise en œuvre des plans d'action communautaires sont entre autres activités réalisées par le projet Waba Plus. Celui-ci est financé par l'USAID en vue de concourir à promouvoir les soins en santé de reproduction et de planification familiale, tant au niveau sanitaire que communautaire. Organisé par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication, la caravane de presse santé était en contact avec les responsables des centres de santé et les communautés locales à Tessawa, région de Maradi, où intervient USAID. Vraiment, ce projet a apporté un grand plus dans notre district parce que ça a fait un renfort. À travers le projet, les agents ont eu des renforcements de capacités. Il y a eu aussi l'engagement de la communauté à travers cette activité pour vraiment apporter un plus dans les actions sanitaires de soins. Vraiment, c'est une bonne approche qui a permis l'atteinte de certains objectifs au niveau de nos formations sanitaires, où a eu lieu ces activités au niveau de certains CSI de nos districts. Avec le projet Waba Plus, donc, nous on est une équipe départementale qui est l'EMC, l'équipe de mobilisation communautaire. Donc on part au niveau des différentes CSI. Donc avant, au niveau des CSI, on regroupe les villageois. Donc là, ça m'a fait une assemblée générale. Donc il y a eu une première sensibilisation, comment on les a sensibilisés, comment à leur niveau eux-mêmes qu'ils prennent en charge certaines activités. Donc certaines activités qui ne nécessitent même pas d'aller chercher ailleurs auprès des bars, mais à leur niveau même, ils peuvent prendre ça en charge. Donc on a initié la population, ils ont compris. Donc ils ont élaboré des plans d'action, ils ont pris des activités qu'ils peuvent eux-mêmes prendre ça en charge. L'intervention de Waba Plus a facilité la fréquentation du centre de santé intégré et l'importance de son utilisation par les populations. L'impact que le projet Waba Plus a fait, et il nous a réunis la population. Au début, les habitants n'utilisent même pas les services très bien. Ils partent dans un CSI voisin et après l'intervention et la contribution de Waba Plus, les gens ont eu à comprendre que c'est leur centre de santé, c'est à eux de les utiliser et non quelqu'un. Voilà, avec l'appui et la contribution de Waba Plus, les gens ont eu à connaître même l'importance de l'utilisation de ces services. Depuis l'arrivée du projet Waba Plus, ici au centre de santé intégré de Guidanzigaou, nous avons eu des avancées majeures en matière de santé. Avec le projet Waba Plus, nous avons sillonné les 32 villages qui couvrent le CSI pour sensibiliser la population, notamment sur la planification familiale. Cette approche communautaire du projet Waba Plus a permis aux populations de toutes ces localités d'intervention de compter sur leurs propres efforts dans la résolution des problèmes sanitaires auxquels elles sont confrontées. Le ministère de la Santé publique a servi de cadre ce matin à la décoration du président des opérations à l'extérieur du centre Carter après une trentaine d'années de service pour l'éradication du trachome se citant au Niger. Le responsable du centre Carter a été décoré avec la médaille d'or de la santé du Niger. Le résumé avec Adam Ousmana. Cadre du ministère de la Santé publique et personnel du centre Carter au Niger se retrouvent par la présente cérémonie autour du ministre en charge de la Santé pour le sacre d'un homme qui a énormément contribué à l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Cet homme n'est autre que le président des opérations à l'extérieur du centre Carter, Greg Waters, ayant reçu des autorités du pays une distinction et pas n'importe laquelle pour tous ses efforts. Vous avez depuis 30 ans contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes à travers l'ONG Center Carter de la Fondation Jimmy et Rosaline Carter. Après avoir activement contribué à l'éradication du ver de Guinée, vous vous êtes engagé
à travers vos différentes interventions au sein du Centre Carter à l'élimination du trachome cécitant au Niger. Monsieur Craig, c'est en reconnaissance de tous ces efforts que nous vous décernons, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, la médaille d'or de la santé du Niger. Prenant la parole à son tour, le récipiendaire a témoigné de toute sa gratitude à l'endroit des autorités, notamment sanitaires, en précisant que ce mérite revient à toute l'équipe de Carter Center et ses différents partenaires. I personally, and on behalf of the Carter Center, je suis très ému et très reconnaissant au nom du Centre Carter par cette attribution de médaille par le ministère de la Santé. Donc ma contribution a été reconnue, j'en suis très reconnaissant, mais c'est un travail d'équipe. L'équipe, évidemment, est composée de plusieurs partenaires. D'abord, le ministère de la Santé, le Programme national santé oculaire et Helen Keller International. Nous travaillons en tant qu'équipe pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique au Niger. L'équipe du Centre Carter ici au Niger a étroitement collaboré avec le gouvernement du Niger et le ministère de la Santé pour éradiquer le ver de Guinée au Niger. Donc, tout est focalisé sur moi, mais le travail reste à faire par l'équipe nationale. Has been focused on me will inspire the teams to finish the job. Ainsi, c'est avec le sourire aux lèvres que le président des opérations extérieures du Centre Carter brandit son témoignage de satisfaction avec le sentiment d'une mission bien accomplie et la reconnaissance de toute une nation. Place à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur l'analyse du maître Yahouza Amani relativement au discours du président de la République du Niger à l'occasion de la fête de la République. Très bonne réception à vous. En premier mot, je voudrais vous souhaiter bonne fête de la République. Vous, les médias porteurs de ce message à la nation, qui est la tradition républicaine, et aux concitoyens et à mes concitoyennes du Niger. Ceux qui vivent au Niger, je les considère comme étant concitoyens ou concitoyennes. Ceux qui veulent venir au Niger, ils sont considérés comme concitoyens ou concitoyennes. Donc c'est ça le sens de la République. Res publica, la chose publique. Définition que celui qui a l'obligation ou qui a l'honneur de gérer la chose publique, c'est le président de la République. Et comme à l'occultier, il n'a pas raté cette tradition en adressant ce message à la nation. La nation, ce message à la nation, par définition, c'est que le président ne doit pas faire du politique dans son discours. C'est les questions essentielles, existentielles d'un État républicain qu'il doit exposer pour que les citoyens qui croient et qui veulent participer contribue pour régler les problèmes essentiels. La complémentarité de ce message, il a commencé par les questions sécuritaires. Aujourd'hui, effectivement, c'est la question qui se pose au Niger. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'État. Lorsqu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas la République. Lorsqu'il n'y a pas la République, il n'y a pas la nation. Donc, quand j'ai entendu son discours en évoquant les questions sécuritaires, j'étais au demeurant, toujours en deuil par rapport à ce qui se passe à Tillabéri, à Tawa, à Maradi, à Agadez, à Tawa. Mais j'ai écouté les engagements qu'il a répétés et les appels qu'il a faits pour que les choses changent. Mais nous ne pouvons pas changer les choses tant que nous ne nous comprenons pas. Lorsqu'on va se comprendre, ça veut dire que nous devenons une nation. Et là, sur ce point, c'est un déterminant de la définition de la République. Ça, c'est le premier volet qui est très intéressant. Aujourd'hui, les forces de l'ordre du Niger, défense, bougent, se battent pour protéger le Niger, pour protéger le territoire du Niger. C'est leur première mission. Et la République, elle est déclarée à leur avantage. À leur avantage. Voilà pourquoi la veille de la République, le président doit adresser un message et que la veille, il faut qu'il y ait les flambeaux. Donc les flambeaux, avec le feu qu'on continue chez le préfet, le sous-préfet,
le gouverneur, le ministre, le procureur, c'est parce qu'on rappelle qu'il y a une force qu'on doit avoir confiance en elle, celle qui a la mission d'assurer une sécurité. Et ces forces-là, ces enfants, ces filles, travaillent nuit et jour pour assurer une sécurité. Donc, il faut qu'on soutienne ces forces de l'armée nationale. C'est ça la bravoure militaire. Et le président, il est ouvert. Les moyens sont là. Le courage politique existe. Le moral militaire existe. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on a des forces extérieures qui sont plus puissantes que nous? Ou qu'est-ce qui se passe? Mais le fait que le président a compris en soulignant ce point sécuritaire, c'est déjà encourageant pour nos forces et pour nos citoyens, son ensemble de notre territoire. La deuxième composante de son discours, c'est quand il a élevé, il a touché les questions sociales, éducation, santé, ça. Effectivement, ça c'est le trône, dans le trône. Donc quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le trône. Donc quand il a abordé ces questions, il l'a mis en tant que philosophe, je crois, politique. Et là, c'est très intéressant de rencontrer, de souligner ces aspects, les aspects que j'ai vus à chaque fois, dès qu'il a pris le pouvoir, je ne suis pas son politicien, dès qu'il a pris le pouvoir, ces questions sociales qui le tiennent à cœur, il avait invité, je crois, toutes les forces sociales ou dans la salle où toutes les décisions très vitales de l'État sont prises. Parce qu'il a compris qu'il faut faire participer tout le monde dans la gestion des affaires publiques. C'est ça, la République, reste publique à la chose publique. C'est ça la définition. Donc il avait compris très tôt qu'il faut que toutes les forces sociales soient, c'est très rare, je n'ai jamais vu ça, on ne sait pas avec ce régime-là, que toutes les forces sociales qui ont toutes les procurations, qu'ils les invitent dans la salle où les décisions vitales de l'État se prennent pour écouter et pour entendre et pour agir. Normalement, ce sont des décisions de rôle. Questions d'éducation, il y a un ministre. Questions de santé, il y a un ministre. Questions militaires, il y a un ministre. Mais après, sur le sommet des ministres, il y a un premier ministre. Mais tout ça, il a refusé à ce que ces autorités qui sont républicaines, qui puissent conduire ça, il a décidé lui-même en personne de prendre ça en charge. Et où on prend les décisions vitales. Ça, c'est très intéressant politiquement. Le dernier volet, quand il y a la sécurité, il faut comprendre qu'il y a un grand volet. Le volet le plus intéressant, c'est la conclusion de son discours. La justice. Lorsque le système de l'État ne fonctionne pas, parce que toute la confiance de la République est remise entre les mains de la République. Voilà pourquoi on dit nous rendons justice au nom de la République. Nous rendons la justice au nom de la République. Nous rendons justice au nom de la République et voilà pourquoi il n'a pas oublié de dire ça. Donc, je dis à ma grande famille judiciaire, revenons toujours à notre principe. La République d'abord, en droit et en obligation. C'est ça le contour du mot res publica. Res publica qui a traversé des siècles. Le premier siècle marquant dans cette histoire-là, c'est le 5e siècle, dans notre histoire de l'humanité. La démocratie athénienne. Je ne confonds pas Platon, Aristote, Socrate, Plutarque, Arendt ou Habermas, non. C'est que le sens de la République a changé au fur du temps. Le mot qui était né au 5e siècle, c'était démagogue. Effectivement, tout dirigeant politique est démagogue. Tous. Mais attention, démagogue pas dans le sens péjoratif. Démos, le peuple, Gros, le guide. C'est ça la définition qui est donnée de façon étymologique au 5e siècle. Elle a évolué au 14e siècle. Pour que on dit tout et on dit le contraire. On dit tout et on dit le contraire. On promet quelque chose, on ne fait pas le lendemain. Ça, c'est l'évolution du 14e siècle. Ça a évolué au 12e siècle. Le siècle sur lequel je doute. Qu'on dit que le siècle de lumière. Parce que là, on parle de la France. La France qui a osé tuer le roi. Je pense que c'est le seul pays européen qui n'a plus de roi. Mais dans tous les pays européens, il y a des rois. Et ça, c'est très important pour la vie vitale. Parce que c'est la racine. Et nous,
il ne faut pas qu'on oublie où nous avons des racines ancestrales. Donc les chefs traditionnels au Niger qui sont auxiliaires du Sénat, c'est eux qui ont le vrai pouvoir. Parce qu'ils sont en contact quotidien avec la population. Laquelle qui vient toujours solliciter le service. La justice a été modifiée pour que, bon, quand le chef n'arrive pas à concilier les partis, il fait un truc, il envoie à la justice. Mais c'est compliqué ça. La justice c'est onéreux, très coûteux, c'est dangereux, ça prend du temps pour nous tout. Donc, les chefs traditionnels là, ce sont les piliers du pouvoir du Niger. Si aujourd'hui on les respecte et on revient à eux, je vous le jure que la question de sécurité là c'est terminé. Pourquoi les gens qui attaquent là, ils enlèvent les chefs du village? Ils tuent. Parce qu'ils ont compris très tôt, les piliers fondamentaux c'est ça. La France a tué son roi, donc elle est égarée. Elle n'a plus de repères, aucun repère. Je vais vous donner un exemple. Tous les chefs d'État français, depuis, à part le président que je peux respecter, Jacques Chirac, qui est ami de l'Afrique, je pense, à parler à qui? Regardez, Mitterrand. Est-ce que vous pensez qu'un dirigeant politique peut cacher à la nation qu'il a une fille? Non. À parler qui? Peut-être Sarkozy ou Hollande. Je peux parler de Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État, étant maire à l'époque avant qu'il soit président, divorce une femme, fait prononcer un divorce et épouse la femme? Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État, moralement, qui est président et qui, sous la pression de sa femme, divorce? La première fois dans l'histoire de la France. Comprenez Hollande, président en exercice de la France, qui se cache derrière une moto pour aller rencontrer sa maîtresse. Ça veut dire quoi ça là? Donc il n'y a plus de repère. Comprenez le président Macron, actuellement président de la France, qui épouse la mère de sa voisine de table à l'école primaire. Donc ces gens-là, pourquoi on va les suivre? Quelle moralité ils ont à nous apprendre? Donc résumer ça en ce que je pense, franchement. Voilà toute la France. La reine d'Angleterre est partie. Qui n'a pas bougé? Qui n'a pas pleuré? Le Niger aimable a fait un geste, le seul geste diplomatique au monde que je veux souligner, c'est que la dernière accolade ou la dernière tendue entre la reine, paix à son homme, avec notre ambassadeur. C'était la dernière. Le Niger a eu rapidement compris. C'est l'ambassadeur du Niger qui est parti la saluer. Aussitôt, quand la première ministre était venue, j'ai regardé son salut à la reine. Il dit que la première ministre là-bas quitté. J'ai même dit, elle a même eu jeu. Et puis, mon temps est plein de ça. Parce que la chefferie, ce sont des insignes. Il faut les respecter. C'est ça notre fondement. C'est ça même ce que peut-être Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social, qu'il faut comprendre. Et je fais un lien avec les réserves canadiennes. L'Afrique, quand les colons étaient venus en Afrique, ils nous ont colonisés. Oui. Malheureusement pour nous, les accords ont été mal négociés. Contrairement au Canada. Le Canada, les Indiens, quand les colons étaient venus, les Indiens regardaient que les colons mouraient de froid. Donc, les Indiens étaient venus au secours de ceux qui sont venus les coloniser. Donc, il y a eu des accords. Au secours de ceux qui sont venus les coloniser. Donc, ça frappait les accords. Et voilà pourquoi au Canada, il y a des réserves. Là-bas, il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout. On les laisse vivre avec les cultures. Comme on pense au Borro, comme on pense au peuple, au Pel, comme on pense au Touareg, comme on pense au Abzanawa, comme on pense à Katsina, comme on pense au Goparawa. Ça, il faut respecter ça. Là-bas, le gouvernement fédéral n'a rien à voir avec les réserves indiennes. Elles sont indépendantes. Et les accords signés entre les Indiens et les premiers autochtones, et les colons sont gardés au palais de la reine Angleterre. Personnellement. Donc, nous, on n'a pas ça, on a mal négocié. Et maintenant que nous sommes matures, donc nous sommes matures, nous sommes diversifiés, il faut qu'on reconnaisse, comment on dit, il faut qu'on pose le problème pour qu'on cherche à reconnaître ces accords.
On ne peut pas rester toujours dans le pays. C'est pas possible ça. Ce message, c'est vraiment soulignant. Parce que les avocats, nous sommes par définition des officiers supérieurs de la justice. Les magistrats, ils sont là pour rendre la justice au nom de la République. Nous portons seulement à la cour d'appel. La cour d'appel rend un arrêt pour nous dire que nous sommes avocats. Les magistrats, ils sont nommés par décret avant qu'ils soient renvoyés à la cour d'appel pour testament. Donc déjà, il y a une différence. Au Niger, les magistrats croient qu'ils sont supérieurs aux avocats. Non. Nous prêtons serment devant la même cour. Même nous sommes les premiers à prêter serment devant la cour. Et il faut qu'il y ait un décret pour qu'ils puissent maintenant être renvoyés devant la cour pour prêter serment. Les fonctions sont différentes. Les cultures ne sont pas les mêmes. Au Niger, dans le système francophone, dès que tu as une maîtrise, tu fais le concours, tu es admis, tu deviens magistrat. Dans mon nouveau système que j'aime beaucoup, le système francophone, il faut que tu sois avocat pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et qu'il y ait un concours qui sort, tu es intéressé, tu fais le concours, tu es admis. Parce qu'on pense que matériellement, tu es posé. On pense que moralement, tu es imposé. On pense qu'intellectuellement, tu es posé. Mais c'est le système qui change. Je ne sais pas pourquoi on va copier toujours le système francophone. On peut mixer. Regardez le Québec. Le Québec, une province au Canada, quel droit elle a? Le droit qu'elle a, c'est le plus excellent, le plus pertinent au monde. Mais nous, on reste toujours derrière la France, un droit médiocre. Alors que le Québec, c'est un droit enrichi. Avec quelle culture traditionnelle? Avec quelle culture anglo-saxonne? Avec quelle culture américaine? Avec quelle culture européenne? Mais nous, on reste toujours derrière la France. Pourquoi? C'est maintenant que je vois les magistrats ont commencé à accepter qu'ils parlent même, ils interrogent les officiers en Hausa, en langue nationale, c'est intéressant. Mais au début, c'est toujours en français, il faut qu'il y ait un traducteur en français. Hey, toi, tu parles français ou Hausa? Je te pose une question pour qu'on comprenne. La différence, c'est que la plume qui note les réponses aux questions qui sont posées par le juge, il faut que ça soit en français. C'est normal. Donc, le serment, il faut que tout le monde respecte. Le magistrat, il doit respecter ce serment. Ils ont un syndicat qui défend les intérêts moraux et matériels des magistrats. Ils ont un courage pour défendre leur indépendance. Ok, le président récemment, j'ai appris qu'il veut se dégager de toute influence politique pour la nomination des magistrats au Niger. Je vous le jure que ça, c'est compliqué, c'est difficile. C'est une volonté politique, il l'a manifesté, on l'attend à sa parole. Parce que le système francophone, lui, il a compris, les magistrats sont nommés. Surtout quand on voit le Niger, on voit tous le procureur public. Parce qu'on dit, bon, voilà, justice, détournement, on n'a pas arrêté quelqu'un, on a arrêté quelqu'un qui a un vol, l'autre a arrêté 1 milliard, on n'a pas arrêté quelqu'un. Oui, parce que tous relèvent de qui? Du ministère de la Justice. Donc si le président a décidé que toute nomination, il va laisser ça au Conseil suprême de la magistrature sans sa présence, et que les magistrats se donnent leur mandat et désignent les magistrats en fonction de leur rôle, en fonction de l'expérience là, ça c'est très bien. C'est une volonté politique très puissante, mais qui est difficile à réaliser compte tenu de notre système, compte tenu de notre culture. Ça là, si le président de la République accepte, si vraiment ça se réalise que le président se retire du conseil d'administration, de toute nomination des magistrats, et qu'on laisse aux magistrats eux-mêmes gérer leur carrière. Ça, c'est vraiment un courage politique qui est inédit en Afrique. Je précise, quand je prends le Québec, province dans laquelle je vis, les magistrats, c'est eux qui décident de leur nomination. C'est eux qui fixent leur salaire. Donc, si le président accepte ce système-là, et que je pense qu'il faut que les magistrats comprennent, il a rendu un grand service à la justice. Et j'aimerais dire une chose qui est très importante. Il faudra que le président comprenne que le prochain ministre de la Justice, ou l'actuel, même s'il y a une modification, il faut que ce soit ministre d'État de la Justice. Parce que la justice, c'est un pouvoir puissant. Simple ministre là, ce n'est pas la même chose que les autres ministres. Ce n'est pas le même système. Le ministre de la Justice, il doit être nommé ministre d'État. Les autres là, ils sont accessoires. Excusez-moi l'expression.
Parce que la République, l'oxygène de la République, c'est le 6. Tant qu'il n'y a pas le 6, ce n'est pas la peine. Je me souviens encore de ce qui s'est passé à Difa, où quelqu'un, un serbe qui était mécontent d'un 6, il rentrait dans le bureau d'un juge, le sabrer, parce qu'il est mécontent. Donc si nous continuons ce système-là, ça va arriver à nous tous. Donc c'est ça le message de la nation du président de la République. J'espère que les gens vont comprendre. Et si nous ne comprenons pas, je pense que les médias, vous qui êtes pouvoir, le vrai pouvoir, qui construisent et qui détruisent, la confiance du peuple est placée à vous. Parce que votre mission, vous portez le message qui est compliqué. Parce que les médias, vous, votre travail, il est compliqué. Pourquoi je dis compliqué? Parce que vous avez l'obligation de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Le président aussi a l'obligation de satisfaire tout le monde. Pas possible. Les médias, dans leur métier, ont l'obligation de porter l'information utile et qui plaît à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Le président a l'obligation de satisfaire chaque intérêt d'un citoyen. C'est pas possible. Vous avez des fonctions très nobles que je respecte beaucoup.